On est en 2025 et R-Truth va donc affronter John Cena pour le titre de champion WWE la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a besoin d'en dire plus? Je n'en suis pas sûr. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de SmackDown du 16 mai 2025. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut et de vous abonner. Solo Sikoa ouvre le show avec JC Mateo et Jacob Fatu pour réparer la catastrophe qu'a été la perte du titre de Roman Reigns à Mania l'année dernière. Et il compte poursuivre cela en remportant le Money in the Bank. Jacob Fatu en a assez d'entendre Sikoa parler et lui prend le micro. Il a rapporté le titre des États-Unis dans la famille comme il l'avait promis. Il allait commencer sa catchphrase, mais Solo Sikoa va l'interrompre en se moquant de lui. Il lui dit qu'ils l'ont aidé, lui et JC, à remporter le titre et que ce titre était une preuve d'amour. Il veut entendre Fatu dire qu'il l'aime, ce que dit Fatu, mais d'un ton peu convaincant pour Solo Sikoa. Sikoa va insister, mais la scène est interrompue par LA Knight qui va s'en prendre à JC Mateo rapidement avant de s'enfuir. Et oui, Jeff Cobb est donc appelé JC Mateo. Solo Sikoa pendant toute la promo l'appelle JC, mais c'est donc JC Mateo, ce qui n'est pas vraiment dérangeant. Encore une fois, un Solo Sikoa qui est très agaçant, mais qui est aussi très drôle dans cette promo, mais qui ne fait pas vraiment rire Jacob Fatu. Pour nous, en tant que spectateurs, il est plutôt très drôle, plutôt agaçant, mais Fatu, il commence à en avoir marre. Fatu, tu sens que ça va exploser à un moment donné, mais on ne sait pas quand, et c'est ça le problème. On ne sait pas quand cette histoire va réellement démarrer, et j'ai pas envie que cette histoire dure 1000 ans non plus. J'espère que ça va péter à un moment donné, et que ce moment donné, c'est pas dans 6 mois. On peut quand même encore dire que LA Knight se retrouve encore une fois dans le vortex de la Bloodline, qu'à chaque fois, il se retrouve dans les histoires de la Bloodline, et j'ai l'impression que c'est le cas depuis des mois, et que ça commence à faire beaucoup pour lui. Ça commence à devenir un peu agaçant. Premier match de qualification pour le Money in the Bank de la soirée, on retrouve Chelsea Green, Alexa Bliss et Michin. Et oui, on est sur la route de Money in the Bank et on en parlait la semaine dernière. Ces matchs de qualification vont apporter de la qualité à ce SmackDown et à Raw. Et ça, c'est vraiment cool. Et quand je parle de qualité, eh bien ce match va être de qualité. Pourtant, sur le papier, j'en ai pas grand chose à faire. C'est-à-dire que c'est 3 bonnes catcheuses, mais j'ai pas une excitation particulière en voyant l'affiche. Et bien le match de 9 minutes était vraiment bon, dans une superbe ambiance. Le public va adorer ce combat, va même chanter des This is awesome pendant le match, et en vérité c'est plutôt mérité. On a une belle performance de la part des 3, on a le côté comique de Chelsea Green qui est encore une fois très drôle pendant ce match, une Chelsea Green qui est totalement désemparée et perdue depuis qu'elle a perdu son titre, et qui dans ce match là eh bien, se retrouve en 2 contre 1. Alexa Bliss et Michin vont souvent faire équipe pour s'en prendre à elle, et elle essaye de s'en sortir comme elle le peut, et ça reste très drôle. On a une Alexa Bliss qui je trouve est revenue à un bon niveau et j'ai vraiment envie d'en voir plus à chaque fois, et c'est pour ça que j'étais très content du dénouement et de la fin de match avec une Alexa Bliss qui va réussir à porter son Twisted Bliss. Chelsea Green va revenir sur le ring, va faire le tomber à la place d'Alexa Bliss, et puis finalement Bliss va enlever Michin du ring et va s'occuper de Chelsea Green en lui portant son sister Abigail DDT et remporter ce match. Alexa Bliss est donc la première à se qualifier au Money in the Bank féminin et j'en suis ravi. Comme je l'ai dit, je trouve qu'elle est revenue à un bon niveau, et la voir dans ce type de match là avec l'expérience qu'elle a, ça ne peut qu'être qu'une bonne nouvelle et une bonne idée. DIY font face à Fraxium, et oui, parce que la semaine dernière Fraxium ont battu les champions par équipe, les Street Profits, mais après ce match ils se sont fait attaquer en coulisses par DIY, et c'est pour cela qu'on a ce match, un combat qui va durer 10 minutes et qui était incroyable, qui va lui aussi mériter les This is awesome de la part du public. C'est exactement pour cela qu'on voulait que Fraxium soit dans le roster principal. Toutes les combinaisons possibles qu'on imaginait, maintenant on les voit du côté de SmackDown chaque semaine, et cela donne de magnifiques combats chaque semaine du côté du show bleu. On se régale. C'est un match de 10 minutes avec un rythme complètement dingue. Ce qui est complètement fou aussi, c'est que dès les premières secondes du match, on a un mini botch de la part de Ciampa avec Axiom, parce que Axiom doit prendre en prise de soumission un Ciampa et les deux vont tomber, ce qui empêche un peu Nathan Fraser de porter son kick lorsqu'il va à 2000 à l'heure dans les cordes, et c'est un mini botch qui est plutôt très drôle parce qu'ensuite tout est parfait dans le match, tout est incroyable. Encore une fois, je me répète, mais faire des choses aussi rapidement avec cette précision là, c'est complètement fou. Encore une fois, le tag de Nathan Fraser, il est dingue lorsqu'il enchaîne avec son springboard moonsault à DDT inversé, c'est sublimissime. Il va vouloir reporter cette prise à un moment donné, mais Gargano va le choper en plein vol avec un super kick out of nowhere qui était là aussi magnifique. On a du Ciampa qui arrive à briser les tombées avec des énormes coups de genoux. On a un super bot tag ensuite de Axiom. Non, franchement, c'est 10 minutes, mais ça aurait pu durer 15
15-20 minutes tellement c'était dingue et tellement on en voulait encore et encore. Et puis finalement c'est Axiom qui va surprendre Johnny Gargano avec un tombé rapide pour remporter ce combat. Victoire de Fraxium, mais directement après le match, DIY vont se jeter sur eux, mais les Motor City Machine Guns vont venir en aide à Fraxium. On apprendra plus tard dans la soirée que les Street Profits défendront leur titre de champion par équipe la semaine prochaine à SmackDown face à Fraxium. Alors est-ce que ce match ira réellement au bout? Je ne suis pas sûr, hein. On peut clairement imaginer une intervention des DIY vu ce qu'ils font sur les dernières semaines. R-Truth est en interview avec Wade Barrett. Questionné sur le AA à travers la table reçue en conférence de presse à Backlash par John Cena, Truth dit comprendre John Cena parce qu'il est toujours sous pression. Il ne semble pas lui en vouloir. Barrett lui dit qu'il est fou, il a sauvé Cena de la défaite en le remerciement. Celui-ci l'a fait passer à travers une table. Mais R-Truth en est persuadé. Ce n'est pas le vrai John Cena qu'il a rencontré en conférence de presse. Il ne voulait pas affronter Cena, mais il va le faire pour le ramener à la raison s'il le faut. Le match entre R-Truth et John Cena est donc officialisé pour Saturday Night Main Event la semaine prochaine. Alors je sais que certains attendent ce match, personnellement j'en ai rien à faire de ce combat donc je ne vais pas faire semblant. Ça fait simplement bizarre de voir un R-Truth parler sérieusement dans une promo. Je pense que ça n'est pas arrivé depuis 10 ans quasiment de voir un R-Truth aussi sérieux en promo. La promo elle est plutôt bonne, elle est plutôt sensée pour une fois. On n'a pas de choses bizarres dites par R-Truth, ce qui est très particulier. On n'en a vraiment pas l'habitude, mais oui, ce n'est pas cette promo là qui me donne plus envie que ça de voir leur match à Saturday Night Main Event qui a donc été officialisé. Aleister Black fait à nouveau face à Carmelo Hayes, un rematch de la semaine dernière, un combat qui va durer 9 minutes et encore un match qui va mériter les This is Awesome du public. On est à 3 matchs sur ce SmackDown avec 3 This is Awesome de la part du public américain et ça c'est plutôt pas mal. On en reparlera en bilan, mais oui c'est un bon match de 9 minutes qui est aussi bon que celui de la semaine dernière. J'arrive pas trop à savoir s'il est meilleur ou un peu moins bon, je dirais qu'il est aussi bon. Franchement ça passe toujours aussi bien entre les deux. Ça me fait plutôt rire parce que moi je ne sais pas du tout ce qu'a fait Aleister Black du côté de AEW, mais de ce que j'ai lu et de ce que j'ai vu, eh bien Aleister Black a fait de mauvaises prestations lors des derniers mois et les gens pensaient qu'il était peut-être fini, en tout cas pour ce niveau-là, et finalement eh bien tout le monde retourne un peu sa veste et se dit que Aleister Black n'avait tout simplement plus envie du côté d'AEW parce que les performances qu'il fait du côté de la WWE depuis son retour sont largement meilleures que ce qu'il a fait du côté de AEW. Bref, moi je n'en sais rien, mais c'est quelque chose qui me fait rire. On sait très bien que le mental joue énormément et si Aleister Black ne se sentait pas bien là-bas, eh bien évidemment qu'il ne pouvait pas sortir de bonnes performances. Mais ça c'est encore autre chose. Oui, le match est bon, je ne vais pas en parler pendant 1000 ans parce que ça ressemble un peu à celui de la semaine dernière, même si je trouve que ça frappe encore un peu plus fort dans ce match-là, avec encore des interventions du Miz qui cette fois-ci, eh bien après une intervention, va venir sur le ring et va s'en prendre à Aleister Black. Disqualification, victoire d'Aleister Black. Le Miz va bien sûr prendre le Black Mass d'Aleister Black, mais Carmelo Hayes va prendre le dessus sur Black et va lui porter une magnifique descente de la cuisse. On n'arrive pas trop à savoir ce que pense réellement Carmelo Hayes de cette disqualification et de cette intervention de la part du Miz. On n'a pas l'impression qu'il soit ravi parce que le Miz n'a fait que de lui crier dessus pendant le match, mais est-ce que ça va aller plus loin que ça? J'en suis pas sûr. J'aimerais vraiment que cette association entre les deux s'arrête très rapidement, mais je ne suis pas certain que ce soit le cas. Drew McIntyre est sur le ring. Plus tôt dans la soirée, Damien Priest dans une vidéo avait challengé Drew McIntyre pour un match en cage la semaine prochaine à Saturday Night Main Event. Il rappelle qu'il a déjà battu Damien Priest clean dans un Street Fight match à WrestleMania et qu'il était obsédé et jaloux. Il pense que Priest veut être comme lui, mais McIntyre se dit meilleur que lui dans tous les domaines possibles et qu'il serait champion Grand Slam si Priest n'était pas intervenu. Selon lui, Priest ne cherche qu'à éliminer ses concurrents comme il l'a tenté à Backlash. McIntyre accepte le défi lancé par Priest pour Saturday Night Main Event, mais ajoute pour conclure qu'un seul homme sortira de la cage, l'autre partira en civière. On se demandait justement si cette histoire allait continuer après Backlash entre les deux, eh bien oui. Alors c'est quand même un peu dommage parce que comme le dit Drew McIntyre, finalement la finalité aurait pu être leur match à Mania. C'était déjà un Street Fight match, est-ce qu'il y avait besoin d'en avoir plus? Eh bien t'as l'impression que dans le booking de la WWE on ne savait pas quoi faire des deux et donc on les a remis ensemble et on va avoir encore un match entre les deux à Saturday Night Main Event pour un peu boucher la carte. Alors j'imagine que le match sera bon, je n'ai pas de soucis là-dessus, c'est un style cage match qui n'est pas ma stipulation préférée, mais j'espère surtout que ce sera le dernier affrontement entre les deux. Match de qualification pour le Money in the Bank, on retrouve Solo Sikoa, Jimmy Uso et Rey Fenix dans un combat d'une dizaine de minutes. Le match était sans doute le moins bon match de la soirée, je l'ai trouvé sympa mais ça va pas plus loin que le sympa. D'ailleurs celui-ci ne va pas mériter de This is Awesome de la part du public, non, le public va plutôt chanter on veut des tables, ok
d'accord, pourquoi pas, je ne sais pas quoi répondre à ça, mais en tout cas oui, c'était un match sympathique mais qui ne va jamais trop loin parce que je trouve qu'on a de beaux enchaînements entre Jimmy Uso et Rey Fenix, mais que tout n'est pas forcément très fluide et très clair. Je trouve que Rey Fenix est bon dans ce match-là, mais qu'à certains moments, il va peut-être un peu trop vite, ses moves ne sont pas assez précis, et je trouve aussi que Solo Sikoa va bien dominer dans ce match, et donc on s'ennuie un peu. Et je ne dis pas cela pour simplement critiquer le in-ring de Solo Sikoa, mais il est vrai que parmi les trois, c'est celui qui a un rythme plutôt très lent, et qui va bien ralentir les choses, ce qui donne un match sur un rythme bof, alors que dès que ça s'enthousiasme un peu, dès qu'on s'excite un peu et qu'on a de vrais enchaînements à 3, ça devient intéressant. Tout va se jouer avec des interventions extérieures de la part de Jacob Fatu et de JC Mateo qui vont permettre à Solo Sikoa de faire le tombé gagnant sur Rey Fenix. Après le match, LA Knight va se jeter sur tout le monde et va se retrouver avec une chaise. Il se retrouve en 1 contre 3, mais Nick Aldis va venir y annoncer un match dans la foulée entre JC Mateo et LA Knight. JC Mateo va donc faire ses débuts sur le ring de la WWE lors de ce SmackDown. On enchaîne donc avec JC Mateo face à LA Knight, un combat qui va durer 13-14 minutes, c'est plutôt très long. Déjà j'ai vu pas mal d'Américains se plaindre du nom JC Mateo. Alors je ne sais pas si pour les Américains Mateo c'est un nom particulier, c'est un nom rare ou je ne sais pas, mais j'avoue que moi ça ne me dérange pas, le JC Mateo ne me gêne pas du tout. Alors je suis bien conscient que Mateo dit comme ça pour un nom de catcheur ça peut faire bizarre, mais de là à trouver ça ridicule, j'irai pas jusque là. Moi le nom ne me dérange pas du tout, donc dites-moi en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez. JC Mateo, ça me semble très correct comme le match finalement. J'aimerais dire qu'il est plus que très correct, mais j'ai vraiment eu du mal à rentrer dans ce match. Je pourrais dire vraiment qu'il y a de bonnes prises dans ce match, qu'il y a de gros spots, parce que JC Mateo c'est un tank, il est capable de faire des choses assez incroyables pour son gabarit. Il va te sortir un standing moonsault à un moment donné un peu out of nowhere qui va vraiment choquer tout le monde. Il va te sortir aussi des belly to belly overhead suplex, ce genre de prise là impressionnante. Et de l'autre côté on a LA Knight qui sort le grand jeu aussi avec un springboard crossbody à l'extérieur du ring. Bref, on a de bonnes prises, mais je trouve qu'il y a un manque d'alchimie, il y a un manque de rythme. JC Mateo, il est assez lent. Alors je ne sais pas si c'est son rythme de base, mais c'est hyper lent. On prend son temps et j'avoue que j'ai eu vraiment du mal à rentrer dans le match. Je ne pourrais pas dire qu'il était mauvais, je ne pourrais pas dire qu'il était très bon. Donc on est un peu entre les deux de mon côté avec un magnifique finish, il faut le dire. Suite à des interventions de Solo Sikoa et Jacob Fatu, un JC Mateo qui va porter son Tower of Island qui est vraiment très beau. Pour le coup, c'est un très beau finish. Il va donc battre LA Knight. Et LA Knight, lui, sera la semaine prochaine dans un match de qualification pour Money in the Bank, dans un match où il y aura Aleister Black et Shinsuke Nakamura. Alors, est-ce que LA Knight va réussir à se relever de cette défaite? Ça, il va falloir voir la semaine prochaine. Et dans le main event, Tiffany Stratton défend son titre de championne féminine de la WWE face à Nia Jax. Un combat qui va durer 11-12 minutes et il était excellent ce combat. J'ai adoré ce match de A à Z. J'ai adoré la première partie du match où on est sans intervention, où on est sans l'overbooking. C'était excellent. L'alchimie entre les deux, elle est présente et ça, on l'avait déjà vu auparavant. Et c'est pour cela que ça ne me dérangeait pas de revoir Tiffany Stratton face à Nia Jax parce que je sais que les combats entre les deux sont de qualité. Et bien là, ça a été totalement le cas. Nia Jax, je la trouve encore une fois excellente dans ce match-là. Elle est nickel. Elle arrive à porter ses hip attacks. Elle arrive à faire ses descentes de la cuisse, des doubles powerbombs qui sont assez terrifiantes sur Tiffany Stratton. Ça fonctionne très bien. Et Tiffany Stratton, avec l'appui du public, elle joue parfaitement la babyface championne qui essaye de faire face à la big girl. Ça fonctionne parfaitement. La deuxième partie du match, on a des interventions de Naomi, de Jade Cargill, mais tout ça ne va mener à rien parce que les deux vont s'en aller, enfin presque. Il y a une chaise qui va rester et cette chaise va réellement servir. Alors que Nia Jax prenait le dessus, qu'elle a réussi à se relever du moonsault de Tiffany Stratton, elle arrive à porter son Annihilator alors que Tiffany Stratton voulait porter une powerbomb. Ce moment-là est incroyable parce que lorsqu'elle arrive à porter son Annihilator dans le coin, on se dit que c'est terminé et ça ne fait que 2,99 parce que Tiffany Stratton met sa main dans la corde. Ça, c'est un moment incroyable de ce combat. Puis Tiffany Stratton, alors que l'arbitre a le dos tourné et que Nia Jax voulait se servir du titre, s'en aller avec le titre, et bien va porter un dropkick sur Nia Jax qui allait utiliser cette chaise. Le moment est dingue. Encore une fois, Tiffany Stratton peut enchaîner et remporter ce match avec son moonsault. Oui, c'est un superbe main event, que ce soit d'un point de vue technique, que ce soit d'un point de vue
du overbooking, c'était génial de A à Z. Bilan de ce SmackDown, et bien dans l'ensemble, j'ai apprécié ce show surtout pour la qualité in-ring, on sera sur un 8/10. On a eu donc des matchs de qualification pour le Money in the Bank et on en parlait déjà depuis quelques semaines, ces matchs-là allaient apporter de la qualité au show et c'est exactement ce qu'il s'est passé. Alors je pense que la draft fera quand même du bien à SmackDown et qu'il va falloir injecter du sang neuf, et d'ailleurs en parlant de sang neuf, on a vu Giulia être signée officiellement du côté de SmackDown et ça c'est une très bonne nouvelle. La semaine prochaine elle sera dans un match de qualification pour Money in the Bank avec Charlotte Flair et Zelina Vega, un match que j'ai très hâte de voir, mais oui, il va falloir incorporer de nouvelles personnes petit à petit parce que c'est un bon roster mais qui a besoin de retouches. Mais dans l'ensemble je trouve que c'est un bon SmackDown qui a très bien démarré, puis finalement c'est un peu ralenti et a très bien terminé avec ce magnifique main event. Et puis on a un gros programme la semaine prochaine avec des matchs de championnat, des matchs de qualif, bref ça sent très bon tout ça. Comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve dès demain pour mon récap des news WWE de la semaine. Salut